L'expérience de vivre dans la peur, voilà ce que c'est que d'être un esclave. Voilà, ce plan. C'est la première image que j'ai vue de Blade Runner. Je m'en souviendrai toute ma vie. Une image qui m'a parlé à un niveau profond, un niveau qu'il m'était impossible d'expliquer. J'étais bien trop jeune, 6 ans. C'est tôt pour comprendre entièrement Blade Runner, mais certainement pas pour le voir. Pourtant, dans ce visuel, il n'y avait pas grand-chose. Lorsque l'on pense à Blade Runner, il y a bien d'autres moments qui nous viennent en tête. Des lieux qui sont bien plus représentatifs de la puissance visuelle du film. Toujours est-il que c'est avec ce plan que Télérama avait décidé d'illustrer son article. Un article qui ne disait pas grand-chose. Harrison Ford était un flic qui devait retrouver et éliminer des androïdes dans un Los Angeles futuriste. Seule indication de la qualité du film, le cultissime bonhomme Télérama qui sautait d'exaltation. Une vision rare dans ce magazine qui m'a définitivement encouragé. Je devais absolument le voir. Au fond de moi, je savais qu'il allait changer ma vie. Il y a plusieurs années, lorsque j'ai fait l'acquisition de ce vaisseau, il a fallu lui donner un nom. Et je n'ai pas hésité une seule seconde. Nexus 6. Et si vous vous demandez d'où ça vient, ou pire, que pour vous c'est un modèle de smartphone, ou encore un hommage à Astérix Obélix Mission Cléopâtre... Nexus 6. On dit des chacos? Désabonnez-vous. Non, je déconne, s'il vous plaît, restez. Ça a été déjà bien assez compliqué d'en arriver là où on en est. Nexus 6, ça vient évidemment de Blade Runner. Nexus 6. Je m'en doutais. Puisque c'est ainsi qu'y est désignée la dernière génération des réplicants, ces êtres biomécaniques anthropomorphiques qui sont utilisés comme esclaves dans l'histoire du film. Un destin terrible qui pose la base à un univers dur, dystopique et déshumanisé, où l'on s'interroge sur qui est humain et qui ne l'est pas. Mais lorsque je dis humain, je ne parle pas de la nature physique et biologique des choses, plutôt de leur nature profonde. Humain dans le sens d'être doué d'empathie et d'émotion. Des sentiments qui nous amènent à nous intéresser et à nous inquiéter pour notre prochain. Ce questionnement est au centre de Blade Runner. Une quête initiatique, la recherche du soi, de quel sens donner à nos vies. Si j'ai décidé de baptiser mon vaisseau en l'honneur de ce film, c'est que vous l'aurez compris, Blade Runner est mon film préféré. C'est même, et ça je crois premier degré, la plus grande œuvre de l'histoire du cinéma. Mais outre son propos, c'est un autre aspect qui a fait que je suis tombé amoureux de ce film, sa direction artistique. C'est magnifique, y a rien à dire. Et malgré le poids des années, ça tient encore la route. Les effets spéciaux n'ont pas vieilli, les décors sont incroyables. Cette vision d'un monde à l'agonie, d'une cité tentaculaire qui écrase les individus, tout cela appuyé par la musique transcendantale de Vangelis. Tout est parfait. Et on comprend immédiatement que ce soit Blade Runner qui ait tracé les grandes lignes de l'identité visuelle de tout un genre, le cyberpunk. Mais si la direction artistique du film, au sens large, a son importance dans l'émoi qu'il m'a procuré, c'est aussi la manière qu'elle a eu de mettre en scène son cadre, un cadre qui à mon sens n'a pas été choisi par hasard, la ville de Los Angeles. Il s'agit d'une ville bien particulière, dont certaines caractéristiques et les symboliques qui y sont attachées ont certainement joué un rôle dans le choix d'y situer l'action de l'œuvre. Et c'est ce dont je souhaiterais parler avec vous aujourd'hui, la représentation de la ville de Los Angeles dans Blade Runner. Mais avant de continuer, cette émission est en partenariat avec Métal Hurlant. Et c'est avec un immense plaisir, puisque notre magazine préféré a 50 ans. Un demi-siècle à nous nourrir de mondes étranges, de créatures cauchemardesques et de concepts inspirants. Métal Hurlant, c'est une revue culte fondée dans les années 70 par Dionné, Tourrier et Moebius. Sans elle, de nombreuses œuvres mythiques de la SF, comme Alien, Blade Runner et d'autres, auraient eu une autre gueule, voire n'auraient même pas existé. La saga Mad Max elle-même a failli s'appeler Métal Hurlant. C'est pas rien, 50 ans au service des genres de l'imaginaire. Imaginez, ça se fête, et pas n'importe comment, avec un numéro anniversaire qui pour l'occasion a 2 couvertures différentes, pour 2 fois plus de plaisir. Un numéro qui revient sur les origines de Métal Hurlant et qui ne manque pas d'également explorer l'avenir, avec de nouveaux artistes contemporains. Vous aurez droit à 300 pages de BD, d'histoires courtes, d'articles et d'interviews. Il y a tout ce qu'il faut pour les passionnés de SF et d'imaginaire que vous êtes. Jetez-vous dessus, il y a des petites pépites dedans, vous m'en direz des nouvelles. Vous pourrez vous le procurer, soit en l'achetant directement en kiosque et librairie, mais le mieux, ça reste de vous abonner via le lien dans la description. Ainsi, vous pourrez bénéficier d'une réduction jusqu'à 20% par magazine. Faites-vous plaisir. Et maintenant, on retourne à votre émission. À votre époque, quand vous pensez à Los Angeles, vous pensez à quoi en premier? Je suis sûr qu'une grande partie d'entre vous me répondront le soleil, la plage, l'océan, le surf, Hollywood ou encore la culture hip-hop. Tout ceci est vrai et fait en effet partie de la culture particulière de la ville. Mais vous conviendrez que Blade Runner ne nous montre absolument pas ces aspects. Au contraire, le film s'évertue soit à nous présenter des éléments qui sont complètement contraires à cette vision idyllique, soit à mettre en avant des aspects qui existent dans le Los Angeles du début du 21e siècle, mais qui sont bien moins reluisants. Et cette volonté de dévoyer la symbolique de la ville, on la trouve
dès le plan d'intro du film. Ce plan est évocateur sur de nombreux points. La nuit écrasante qui semble perpétuelle, bien loin du soleil californien auquel nous sommes habitués, les gigantesques éclairs qui mitraillent la ville et témoignent d'un climat qui a été profondément altéré par la pollution humaine. La pollution, justement, avec ces putains de flammes pour lesquelles vous connaissez mon attirance, qui sortent d'usines terribles et ajoutent à l'environnement dystopique de l'ensemble. Le choix de montrer le nom de la ville en préambule de la scène, puis de nous agresser, et il n'y a pas d'autre mot, avec cette vision cataclysmique, est mûrement réfléchi. Pour un spectateur du début des années 80, on te dit Los Angeles, hop, t'as l'image mentale solaire qu'on a définie auparavant qui se crée. Et immédiatement, on la détruit avec la réalité de ce futur affreux. Un effet de style particulièrement efficace. Même si, pour le coup, le film met en avant un aspect de la ville qui était bien connu à l'époque de sa sortie. En effet, Los Angeles souffrait de véritables problèmes de pollution de l'air, avec un smog presque omniprésent. 220 jours en 1978 tout de même. Mais il y a un autre aspect symbolique dans ce plan, car cette vue m'en rappelle une autre, celle mythique que l'on peut voir depuis l'Observatoire Griffith ou Hollywood Hills. Un panorama qui a souvent été utilisé pour montrer le côté romantique de la ville. De fait, dès la première minute du film, on comprend que ce n'est pas le romantisme qui sera à l'honneur dans cette vision de Los Angeles. Ah et tenez, petite aparté au sujet de cette vue. Plus jeune, j'étais persuadé qu'on la retrouvait à un autre moment du film, dans les dirigeables publicitaires qui invitent le peuple à se rendre dans les colonies de l'espace. Mais c'est surtout le slogan qui m'avait interpellé, Off-World. À cet âge-là, je ne parlais pas encore très bien anglais, et j'avais compris Off-World dans le sens d'un monde fini. Je pensais qu'on nous montrait la vue de Los Angeles que l'on connaissait au XXe siècle, en indiquant que celui-ci était terminé, appuyant ainsi le premier plan du film, et que donc, effectivement, il valait mieux quitter la Terre. Mais en fait, cette image semble plutôt représenter les colonies de l'espace. Ce qui, maintenant que j'y pense, pourrait marcher aussi. Si le panorama des dirigeables fait référence à celui de Los Angeles, ça voudrait dire que les colonies extérieures sont faites sur le modèle de ce que les Américains considéraient comme leur âge d'or terrestre. Donc symboliquement, l'ancien Los Angeles reste un idéal perdu, un monde fini, en somme. Autre élément qui a eu un impact majeur sur l'esthétique cyberpunk, le néon. Symbole d'un monde ultra artificialisé. Le néon, c'est le signe que tout va mal. Ce n'est pas moche en soi, ça a même plutôt un certain style. C'est juste qu'il en émane, à mon sens, une lumière crue, froide, qui agresse le vivant plutôt que l'accompagner et le protéger. Un changement de rôle radical lorsque l'on sait que la lumière a, en majorité, eu une connotation positive dans les cultures terrestres depuis la nuit des temps. Surtout, le néon est souvent utilisé dans un but bien précis, celui de la publicité. Et s'il y a bien un aspect que le Los Angeles de Blade Runner met en avant, c'est celui du capitalisme débridé dont la publicité est le porte-étendard. Tout le monde connaît la gigantesque pub Coca-Cola du film, ou la plus discrète pour Atari. Rien qu'avec la grandeur et le positionnement de la marque dans l'espace, on comprend que dans Blade Runner, et le cyberpunk en général, ce ne sont plus les pouvoirs publics qui régissent la vie des citoyens, mais les sociétés privées qui dirigent celle de consommateurs. D'ailleurs, ultra-consumérisme plus néon, ça fait des parapluies néon laser. Un produit dont, bon, je sais pas si vous serez d'accord, mais l'utilité du truc ne me paraît pas évidente. Ce genre de gadget, ça éclaire pas vraiment autour de toi, ça te fout de la lumière dans la gueule, hein, je suis sûr que t'as mal au crâne au bout de 5 minutes. Allez, à la limite si ça te réchauffe, ça commence à devenir intéressant. Tenez, ça me rappelle la vidéo que j'avais faite sur les gadgets nuls du futur, quand la SF propose des produits qui ont l'air cool comme ça, et qui, dans le cadre de l'œuvre, apportent quelque chose en termes d'ambiance et de construction d'univers, mais qui en fait sont complètement inutiles. Je vous invite à aller voir ça. Dans l'urbanisme de Blade Runner, il y a un autre aspect qui n'aura pas manqué de nous interpeller, ces bâtiments. Ce sont presque des personnages à part entière du film, et on le voit parfaitement dans ma séquence préférée. Ce moment où Deckard, seul chez lui, se pose avec un verre à son balcon et regarde la ville sous lui. Un temps suspendu, mais qui n'est pas gratuit. Ce moment n'a pas d'autre but que de nous montrer l'ambiance de la ville, de nous imprégner de son atmosphère morbide empruntée au film noir dont Blade Runner s'inspire. Et il y a tout ici pour définir ce Los Angeles de 2019. Des immeubles à perte de vue, chacun avec une forme et une identité visuelle propre. De la saleté qui semble si présente qu'on la devine dans les rues en contrebas. L'écoulement de la pluie qui prouve définitivement que le passé radieux de la ville est derrière elle. Puis le son d'une sirène de police qui déchire la nuit. Un bruit auquel on est habitué aux États-Unis et qui montre bien que la situation sociale de la ville n'a pas évolué pour le mieux. Dans ce plan, on constate aussi qu'il n'y a personne dans les rues. Un paradoxe quand on voit que dans les autres scènes du film, la cité a plutôt l'air surpeuplée. Mais c'est une constante dans Blade Runner. Dès que l'on prend de la hauteur, la vie d'en bas est invisibilisée, comme si seule l'entité urbaine subsistait. Un monstre qui domine le peuple au point de le faire disparaître. Et s'il y a bien un monstre dans ce film, c'est la Tyrell Corporation, la société qui crée les réplicants, qui en font des esclaves, une créature malfaisante en somme. Et là encore, sa représentation physique nous permet de comprendre son rôle au sein du récit en un seul coup d'œil, les majestueuses tours Tyrell.
dominant la ville, elles indiquent aux spectateurs que c'est ici que se concentre la vraie puissance. Une place centrale au sein de la cité qui n'est pas sans rappeler d'autres lieux de pouvoir. Les églises et les cathédrales de l'Europe médiévale, mais surtout les pyramides des cultures précolombiennes dont elle s'inspire de l'esthétique. Un choix là encore volontaire, puisque renvoyant à une société extrêmement hiérarchisée et qui maintenait sa puissance sur un système esclavagiste, exactement comme la Tyrell Corporation. L'architecture des cultures natives américaines se retrouve également dans l'appartement de Descartes, dont les scènes ont été tournées dans la Ennis House de Frank Lloyd Wright. Une décision judicieuse, puisque cela installe une aura particulière qui change des canons esthétiques occidentaux. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Architecton qui fait un super travail de vulgarisation sur l'architecture. Sa vidéo sur Blade Runner est très intéressante. Mais si le Los Angeles de Blade Runner est si marquant, ce n'est pas uniquement pour ces aspects que je qualifierais de futuristico-friendly. Le parti pris le plus intéressant de la DA du film est à mon sens autre part. De nombreuses fois, alors que l'on découvre les bas-fonds de la ville, nous sommes pris d'un sentiment étrange, une forme de nostalgie malade, un sentiment suscité par le traitement hyper réaliste de l'environnement urbain, qui voit se côtoyer des éléments futuristes avec des éléments anciens. Attention, je ne parle pas de l'ambiance rétro-futuriste que le film a un peu malgré lui du fait de son âge, notamment lorsque l'on voit des écrans cathodiques derrière Descartes. Ça, c'est uniquement lié à une limite de budget et au fait que le film soit sorti en 82. Non, je parle de cette alliance entre des architectures modernes et anciennes. Chose que vous voyez tous les jours dans votre vie quotidienne, notamment sur les continents eurasiatiques et africains, où souvent des bâtiments centenaires, voire millénaires, côtoient les constructions les plus modernes. Une réalité que l'on connaît moins aux États-Unis, du fait de la jeunesse de ce pays, ce qui renforce encore la puissance évocatrice de ce choix pour Blade Runner. On pense notamment à l'hôtel Bradbury, qui renferme l'appartement de J.F. Sébastien, l'un des concepteurs des Réplicants. Ce bâtiment est certainement le lieu qui m'a le plus marqué dans ce film. On y ressent là encore la fin d'un passé glorieux. Les dorures ont laissé place à la rouille, la chaleur, à l'humidité. C'est ici aussi que Ridley Scott a choisi de se faire rencontrer les Réplicants, qui représentent l'avenir, et le bon JF, qui lui représente le passé. Le cadre géographique devient alors la représentation concrète du propos du film. De plus, JF étant atteint d'un syndrome de Mathusalem, c'est-à-dire qu'il vieillit plus vite, montre ainsi que l'obsolescence de l'humanité s'accélère. Après, il y a aussi d'autres éléments visuels qui tissent un parallèle entre les Los Angeles de votre époque et celui de ce futur. Si Hollywood n'est pas explicitement cité, le monde du spectacle l'est tout de même, avec le bar de Taffy Lewis notamment, qui par son style rococo et ses shows suggestifs, installe une décadence qui ne saurait jurer avec ce que l'on peut s'imaginer des soirées du monde nocturne et artistique de LA au XXIe siècle. Les voitures volantes sont aussi le parallèle avec quelque chose d'existant, puisque la mégalopole californienne est souvent survolée par des hélicoptères de la police. Une vision bien connue, qui trouve ici son pendant futuriste. En effet, si on observe bien, il semble qu'il ne soit dévolu qu'à la police. Et encore, pas tout le monde, puisque Descartes lui-même possède un véhicule 100% terrestre. Si on devine à certains moments qu'il y a peut-être des taxis volants, en grande majorité, il est clair que ce sont les forces de l'ordre qui ont le privilège de voler. Là encore, c'est dans les airs que s'exprime l'idée de force et de contrôle. Voilà pour l'urbanisme de Blade Runner dans son aspect visuel. Mais ce qui est encore plus captivant, c'est de constater à quel point celui-ci représente les peurs d'une époque. Dans les années 80, avec le choc pétrolier ou encore les premiers rapports qui parlaient du réchauffement climatique, les peurs générales se concentraient sur des aspects liés à tout cela. La pollution, et du coup la perte de la nature, tant au niveau de la flore et de la faune. Un aspect extrêmement présent dans Blade Runner, puisqu'aucune forme de végétation n'y est visible, et qu'on comprend que les animaux réels sont devenus rarissimes, remplacés eux aussi par des êtres artificiels. De près de bon marché. Une fortune. En lien avec cette inquiétude, d'autres aspects en découlent, notamment la question de la surpopulation, un aspect que l'on retrouve dans de grands classiques, comme Soleil Vert. Dans une logique de SF dystopique, la surpopulation entraîne inévitablement un abaissement de la valeur de la vie des individus, et donc de manière allégorique, l'émergence d'une instrumentalisation du corps et des esprits, ce que fait concrètement la Tyrell Corporation dans le film. Mais à ce sujet des peurs d'une époque, il est d'autant plus intéressant de comparer l'évolution de celle-ci entre Blade Runner premier du nom et Blade Runner 2049, car le Los Angeles des deux films n'est pas exactement le même. Si certaines caractéristiques ne bougent pas, on sent tout de même une inflexion sur de nombreux sujets. Concernant la pollution par exemple, on voit qu'elle n'est pas présentée de la même manière. Dans Blade Runner, on est davantage dans le rejet des gaz à effet de serre, là où dans 2049, on sent que le propos se porte plus sur l'hyperconsommation et le gaspillage. En témoigne la décharge à ciel ouvert qui est devenue San Diego. Je suis sûr qu'il y a une petite pique ici. Il doit y avoir une bataille de clochers entre les habitants des deux villes. On voit aussi que le sujet de la montée des eaux est présenté de manière pour le moins grandiloquente, avec le gigantesque mur maritime de Sepulveda, qui protège la ville de l'océan Pacifique.
Et quand on sait que Sepulveda se trouve assez loin dans les terres à votre époque, cela donne une idée assez claire des dégâts qui ont été causés par le changement climatique. Les enfants qui travaillent dans une usine clandestine témoignent, eux, de la prise de conscience qui s'est opérée progressivement au XXIe siècle sur le traitement et les conditions de travail des mineurs dans les pays en voie de développement. Surtout, cette séquence montre que les sociétés humaines chercheront toujours à profiter des plus démunis. Lorsque l'on n'a pas accès à des réplicants, on trouve toujours des populations en situation précaire pour en profiter. Et puis, la dernière inquiétude de votre époque, présentée dans Blade Runner 2049, est celle de la montée de l'intelligence artificielle, elle-même potentielle remplaçante des réplicants, qui les trompe même, symbole de l'immatériel, qui remplace de plus en plus le physique et démontre à quel point les humains n'ont de cesse de créer les outils de leur propre disparition. Enfin, il y a un aspect de la ville de Los Angeles que nous n'avons pas du tout abordé et qui est pourtant extrêmement présente dans Blade Runner. C'est le caractère profondément multiculturel de la ville. En effet, fondée par les Espagnols en 1781, bah oui, Los Angeles, c'est Los Angeles, en fait. Les anges, dans la langue de Cervantes. Enfin bon, ça c'est super chaud si vous n'étiez pas au courant. Elle devint ensuite américaine en 1848, suite à la guerre contre le Mexique. Et c'est là que les Américains commencèrent à coloniser cette région peuplée d'hispanophones. Et on a eu plus tard une immigration chinoise, puis japonaise, etc., etc. Donc dans son essence, la ville a toujours été un environnement créolisé, syncrétisme de multiples cultures. Une caractéristique qui saute aux yeux dans le film, avec notamment le city speak que parle Gaff, l'autre Blade Runner. La langue de la rue, un mélange de japonais, d'espagnol, de français, de hongrois et d'autres langues. Un élément peu utilisé de l'univers, mais qui assoit cette multiculturalité. Autre aspect, la forte présence des cultures chinoises et japonaises. Deux cultures qui ne sont pas représentées de la même manière dans le film. La partie chinoise est davantage présente dans les bas-fonds de la ville, via des graffitis ou les vêtements de la population, alors que la partie japonaise, bien qu'il y ait le sushi shop de rue au début du film, est, elle, bien plus présente dans les hauteurs. Notamment avec, encore une fois, une gigantesque publicité présentant une geisha. On voit bien que la symbolique est différente dans les deux cas. Ces représentations correspondent à l'image qu'avait le monde occidental, et notamment américain, de ces deux civilisations. La Chine avait à cette époque une image de pays producteur de produits bon marché, donc un côté plus prolétaire. Et si on ajoute à cela la présence déjà ancienne d'une communauté chinoise dans la ville, avec leur propre quartier, Chinatown par exemple, on comprend ce choix de le faire figurer dans les couches populaires de l'univers du film. Alors que le rapport avec le Japon, lui, était complètement différent. En effet, ancien antagoniste militaire de 41 à 45, au début des années 80 et 90, le Japon était considéré comme un sérieux concurrent économique. Un pays qui s'était relevé après la Seconde Guerre mondiale et qui progressivement avait réussi à se faire une place parmi les grandes puissances de la planète, remettant en cause la place hégémonique qu'avaient les États-Unis. Cette position de force a donné à ce pays un rôle particulier au sein des films de cette époque. Il suffit de voir Black Rain ou encore Robocop 3. Tenez, même dans Die Hard 1, le film se situe au Nakatomi Plaza, propriété du zaibatsu japonais du même nom. Dans tous les films d'alors, tout ce qui a attrait au Japon est représenté par des sociétés capitalistes prédatrices, efficaces, organisées, à la pointe de la technologie et entourées d'une aura de mystère traditionnalisant qu'on prêtait souvent à cette culture. Les Japonais n'étaient plus tant des ennemis au sens guerrier du terme, comme étaient représentés les Soviétiques par exemple, mais plutôt des challengers en termes de business. Et c'est exactement ainsi que Blade Runner représente cette culture. A noter qu'à ce niveau, il y a aussi eu une évolution entre le premier film et le deuxième. Entre-temps, le soft power japonais avait un peu perdu de sa superbe face à celui d'autres pays asiatiques, et notamment la Corée, qui avait vu sa place renforcée dans l'imaginaire collectif terrestre au cours du XXIe siècle. Rien d'étonnant donc de voir popper des références à cette culture dans 2049, œuvre qui d'une manière générale est plus diversifiée dans ses références culturelles. Mais s'il y a une culture qui n'est pas présente dans Blade Runner, ou très peu, et pourtant c'est celle qui est peut-être la plus représentative de ce qu'est Los Angeles, c'est la culture latino. Qu'elle soit héritière des personnes descendantes des Mexicains qui vivaient déjà là avant que la région ne devienne américaine, ou des vagues d'immigration latino-américaine du siècle suivant, cette culture est indissociable de la Californie en général et de Los Angeles en particulier, puisque 48% des habitants de la ville faisaient partie de cette communauté en 2020, soit une écrasante majorité quand on sait que les 52% restants sont divisés en de multiples sous-ensembles. Il n'y est jamais fait mention. Les deux seuls exemples sont le fait que le comédien qui interprète Gaff, James Edward Olmos, soit latino, mais bon, son personnage n'a pas l'air de l'être.
donc ça reste très indirect. Il y a aussi cette référence à la société Shimago Dominguez Corporation. Sinon, nada. Et je ne m'explique pas cette absence. Je n'ai d'ailleurs pas trouvé d'informations à ce sujet. Peut-être était-ce pour marquer de manière encore plus forte le remplacement de l'identité de la ville par des puissances asiatiques. Peut-être était-ce tout simplement dû au fait que dans les années 80, on se foutait complètement de la culture latino, qu'elle n'était pas considérée comme étant digne d'intérêt, et donc complètement invisibilisée. À noter d'ailleurs que si Blade Runner 2049 a fait évoluer l'univers du film originel pour prendre en compte les évolutions des réalités climatiques et économiques du 21e siècle, comme nous l'avons vu auparavant, il ne l'a pas fait concernant les latino-américains, puisqu'à nouveau, ils sont les grands absents du film. Malgré cet oubli de taille, qu'il s'agira d'étudier et d'explorer, nous avons pu constater à quel point la ville de Los Angeles était parfaite pour représenter l'univers de Blade Runner. Une ville qui, à la fin du XXe siècle, portait en elle déjà toutes les graines d'une parfaite société dystopique. La concentration d'un pouvoir immense, tant économique que culturel, des écarts de richesse importants, un urbanisme étendu et débridé, mais aussi une identité profondément diverse, terreau fertile à toute œuvre de science-fiction, puisque c'est dans la nature de ce genre si particulier de montrer les interconnexions et les évolutions de nos sociétés. Une dynamique qui sera certainement présente dans la série à venir, Blade Runner 2099. Une nouveauté que j'attends avec circonspection, mais pas sans curiosité. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas vu Blade Runner, je ne peux que vous encourager à le faire. Vous n'en sortirez pas indemne. C'est une expérience unique tant au niveau intellectuel qu'émotionnel. Un film qui ne vous laissera pas indifférent, que vous l'appréciez ou pas. Et c'est là le principal dans toute œuvre artistique. Regardez, écoutez et ouvrez-vous à cette expérience. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, et à très bientôt sur le Nexus 6. Dommage qu'elles doivent mourir. Mais c'est notre lot à tous. J'espère que cette émission vous aura plu. Elle est héritière d'une masterclass que j'avais fait au Forum des Images à Paris et dont vous trouverez le lien de la captation en description. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à regarder tout cela. Pour les personnes qui nous ont soutenus sur KissKissBankBank, vraiment gardez l'œil ouvert sur le projet dans les semaines à venir. Il va y avoir pas mal d'informations, notamment sur la mise à jour de vos adresses postales pour l'envoi des contreparties. Donc restez aux aguets, même si évidemment on fera des annonces sur la chaîne aussi pour minimiser au maximum le risque de perte d'informations. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à activer la cloche. C'est vraiment l'élément le plus important pour le référencement des vidéos. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'attendez plus et bienvenue dans l'équipage. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee si vous estimez que notre vaisseau doit continuer à voler. Soleil sur vous et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.